Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison politique 2018-2019. Mon invité pour cette rentrée, c'est le député La République En Marche de la première circonscription des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche. Bonjour. Bonjour. Il sera question dans cette émission de l'actualité politique extrêmement riche de ces dernières semaines. Nous reviendrons également sur votre travail parlementaire. Nous évoquerons enfin l'actualité politique des Deux-Sèvres, de Niort et les élections municipales 2020. En fin d'émission, Guillaume Chiche, dites-moi, est-ce que vous avez passé un meilleur été qu'Emmanuel Macron? Écoutez, j'ai passé, tout comme le président de la République, un très bon été. Oh bah, très bon été. C'était on connaît mieux pour lui quand même. Très exigeant, avec une fin de session parlementaire, une session extraordinaire, où les oppositions ont montré ce qu'il y avait de pire en politique, ce qu'on ne voulait plus voir, c'est-à-dire des séances à l'Assemblée nationale où c'était la foire spectacle. C'était comment faire de la petite politique politicienne. C'était s'engouffrer sur une affaire pour essayer d'en faire une affaire d'État, qui n'en était pas une, l'affaire Benalla, et surtout pour faire obstruction au travail parlementaire, pour mettre un coup de canif à une réforme institutionnelle, à la réforme de la Constitution. Alors ça tombe bien parce que je parlais du mauvais été du président de la République par rapport évidemment à cette affaire Benalla. J'ai l'impression que vous êtes encore une fois le plus ardent défenseur du président de la République à ce niveau-là. Mais moi, je suis un défenseur du président de la République. Rien ne vous choque dans cette affaire? Parce qu'il a été élu par les Français pour changer leur quotidien. Et par ailleurs, moi-même, sur la base du projet qu'il a défendu pendant l'élection présidentielle, j'ai été élu aux élections législatives pour changer le quotidien des Français. Oui, mais l'affaire Benalla, c'est pas le problème. Et donc, tout l'enjeu, c'est pas le changement des Français. C'est lequel? C'est de savoir si nous légiférons, si nous adoptons des lois pour changer ce quotidien des Français. La faute commise par Alexandre Benalla, est-ce qu'elle change le quotidien des Français ou pas? Eh bien, moi, je ne crois pas. Elle peut changer la vision que les Français ont du président de la République. Elle a changé l'attitude de l'opposition, qui a décidé de faire de l'obstruction parlementaire et faire prendre du retard dans l'enclenchement d'amélioration de leur vie, de leur quotidien. Eh bien, oui. Et donc, moi, j'en tire pas de fierté. J'en tire même une certaine tristesse de l'attitude de l'opposition. Mais en aucun cas, ça me fait dévier de mon mandat, de la responsabilité qui m'a été confiée, à savoir améliorer la vie des Françaises et des Français. Alors, vous parlez de l'opposition, de l'attitude de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude d'Alexandre Benalla face aux sénateurs, là, cette semaine, représentant du peuple français, comme vous? Ce sont des petites personnes qui n'ont aucun droit, aucun respect pour la République française et la démocratie. Venant de quelqu'un qui était aussi proche du président de la République, est-ce que c'est pas grave? Député, vous l'avez rappelé, de la République En Marche, je ne suis pas là pour commenter les déclarations député de la République française. de monsieur Benalla. Oui, j'appartiens au groupe parlementaire de la République En Marche. Je ne suis pas là pour commenter les déclarations d'Alexandre Benalla, ex-chargé de mission de l'Élysée. Je crois qu'il y a plusieurs dynamiques en cours. C'est ça que là, il n'y a rien à voir. Vous l'avez mentionné. C'est ça. La commission d'enquête parlementaire qui fournit des travaux au Sénat, une commission d'enquête parlementaire qui a aussi eu lieu à l'Assemblée nationale, qui a encore une fois donné lieu au spectacle de l'opposition et notamment du député Guillaume Larrivé, qui avec beaucoup de courage a démissionné. J'entends ce que vous dites. Est-ce qu'il n'est pas légitime que le législatif contrôle l'exécutif? C'est l'esprit des lois de Montesquieu. C'est ce que nous faisons jour après jour à l'Assemblée nationale. C'est ce qui est fait jour après jour. C'est ce que font les sénateurs aujourd'hui par rapport à l'affaire Benalla aussi. Mais tout à fait. Mais moi, je ne retire aucune légitimité aux sénateurs. Vous m'interrogez sur le fait de savoir Je vous interroge sur ce qu'a dit Alexandre Benalla par rapport aux sénateurs. Ce sont des petites personnes qui n'ont aucun droit et aucun respect pour la République française et la démocratie. Eh bien, très directement, vous, en tant que député, vous en pensez quoi? Je ne partage pas ces propos. Ensuite, je vous dis la réalité des processus et des dynamiques en cours. Il y a une enquête judiciaire. Il y a encore, au Sénat, une commission d'enquête parlementaire. Moi, je n'interfère pas dans ces deux dynamiques. Les personnes qui sont auditionnées, en l'occurrence M. Benalla, par la commission d'enquête parlementaire au Sénat, ils sont tout à fait libres de leurs déclarations au sein de la commission d'enquête et en dehors. Est-ce que je les partage? Non. Est-ce que je les légitime? Non. Est-ce que vous avez déclaré l'affaire Benalla à resserrer les rangs de la majorité? Vous en êtes si sûr? J'en suis absolument sûr et je vais vous expliquer cette déclaration. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, on nous a fait le procès d'être des godillots, d'être des amateurs. Ensuite, dès qu'il y avait des voix dissonantes, d'avoir des débuts de fronde. Et enfin, on a dit,
ça y est, la Macronie est en crise, elle va exploser. Eh bien, sur une séquence particulièrement dure, où l'opposition a fait de la petite politique politicienne, en faisant des procès d'intention, y compris sur la majorité parlementaire à laquelle je fais partie, nous avons remarqué quoi? Que nous étions unis, soudés, que les rangs, ils étaient resserrés autour d'une boussole politique, qui est laquelle? Celle d'exécuter le mandat qui nous a été confié et de continuer à travailler. Alors l'autre et je vais vous aiguille. dire ce qu'il y a été de particulièrement insupportable, c'est qu'on a été empêchés dans nos travaux parlementaires du fait de l'opposition parce qu'ils ont voulu instrumentaliser une histoire qui n'avait rien à voir avec les travaux parlementaires en cours. L'autre aiguille dans le pied d'Emmanuel Macron, c'est bien sûr la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, visiblement dans l'incapacité de mener une politique environnement telle qu'il la conçoit. Est-ce que finalement, ce n'est pas la preuve que la politique menée aujourd'hui par Emmanuel Macron et par Édouard Philippe est tout simplement incompatible avec l'écologie, avec la protection de l'environnement et avec le développement durable? Nicolas Hulot, vous savez, Sinon, il serait resté. c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui m'a apporté son soutien personnel à l'occasion du deuxième tour de l'élection législative dans la première circonscription des Deux-Sèvres. Quelqu'un de profondément engagé pour la cause écologiste, pour la transition énergétique, et qui a beaucoup œuvré dans les rangs du gouvernement pendant 15 mois. Notre-Dame-des-Landes. C'est pas beaucoup 15 mois. C'est sa décision. La sortie de l'exploitation et de la recherche sur les hydrocarbures, c'est le fruit de son travail. Enclencher les fermetures des centrales à charbon, c'est le fruit de son travail. Le fait d'instaurer dans la loi agriculture-alimentation, qui est en deuxième lecture en ce moment même à l'Assemblée nationale, 50% de produits bio ou en circuit court dans les écoles pour nos enfants, c'est Nicolas Hulot. Et donc, moi je dis une chose, Nicolas Hulot, bien évidemment, il ne démérite pas de son action gouvernementale. Et moi, je suis fier de pouvoir dire que pendant ces 15 mois, parlementaire de la majorité, j'ai eu à cœur et je me suis mobilisé pour soutenir les réformes qu'il proposait. Il fait le choix de sortir du gouvernement avec les explications qui sont les siennes. Parce qu'il ne peut pas travailler comme il veut. C'est ce qu'il nous a expliqué. Il a choisi, avec sa détermination, de quitter le gouvernement, en espérant que cela produirait un électrochoc. Bien entendu, tout le monde a vu ce départ, qui n'était pas attendu. Et moi, je dis simplement deux choses. Le bilan de Nicolas Hulot, pour les Françaises et les Français, il est existant. Donc pour vous, il n'y a pas d'incompatibilité entre la politique menée par aujourd'hui Emmanuel Macron et Édouard Philippe avec l'écologie, avec la protection de l'environnement, le développement durable? C'est une des priorités de ce mandat, de l'exécutif gouvernemental et de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, et nous poursuivrons. Aujourd'hui, Guillaume Chiche, selon les sondages, 7 Français sur 10 ont une opinion négative du chef de l'État, qui bat son record d'impopularité dans le baromètre, avec 29% seulement des personnes interrogées. D'ailleurs, il y en a un tout récent qui est un peu moins encore, et qui le considère comme un bon président, 29% seulement. C'est pire que François Hollande à la même époque, après un an de passer au pouvoir. Est-ce que ça vous donne envie de réfléchir à ce qui ne va pas, ou est-ce que vous allez faire comme ce qu'on faisait finalement dans l'ancien monde, à savoir les Français n'ont pas compris, on va faire œuvre de pédagogie? Je vais dire les deux, mon capitaine. Les interrogations, les remises en cause, on les fait, jour après jour. On se pose la question de la justesse de nos orientations politiques. Moi, vous savez, je passe la moitié de mon temps, la moitié de ma semaine dans mon territoire, dans les Deux-Sèvres, dans la première circonscription, pour être au contact des acteurs, des associations, des maires, des habitantes et des habitants, pour sonder quels sont les problèmes et les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie et pour faire réémerger dans les travaux parlementaires toutes leurs attentes, toutes leurs interrogations. Si vous entendez les problèmes aujourd'hui, moi, je vais vous dire les Français que vous voyez dans les Deux-Sèvres, ils vous le disent. Bien évidemment, le quotidien des Françaises et des Français, il se heurte à des obstacles. Et c'est pour ça qu'on travaille rapidement. Ce qui nous avait été, vous savez, reproché en début de mandat. On agit au pas de charge, on légifère énormément. On a adopté, je crois, près d'une cinquantaine de textes législatifs dans les 15 mois qui se sont écoulés. Les Français, ils attendent quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont pas prêts, les Français, et ils ne comprennent pas, c'est ça? Non, j'aurais absolument pas l'arrogance de dire qu'ils ne sont pas prêts ou qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils sont dans une impatience légitime d'avoir les résultats, les fruits de nos réformes. Donc ça va pas assez vite, c'est ce qu'ils disent. Parce que vous savez, moi je pense que notre travail, il s'arrête pas au fait de voter une loi. Une fois qu'on a voté la loi, est-ce que ça change mécaniquement le quotidien des Françaises et des Français? Eh bien non. Et donc notre travail, est-ce qu'il s'arrête mécaniquement une fois que la loi elle est votée? Non, on n'a rien fait encore. Ça commence à peine. Et donc, il faut pouvoir expliquer, faire œuvre de pédagogie, ce qui va changer. Et il faut continuer à travailler de manière déterminée et de manière dynamique pour que le quotidien des Françaises et des Français change le plus rapidement possible. C'est la promesse qu'ils nous ont faite. Vous êtes au courant que faire œuvre de pédagogie, c'est ce que disent
tout le monde, on a toujours entendu ça dès que quelqu'un était au pouvoir. Un an après, il fallait faire de pédagogie parce que les Français ne comprenaient pas bien la politique. Rien ne change, on est d'accord. Je vous prends un exemple. Le prélèvement à la source, sa mise en place. Annoncé de longue date, des services de l'administration fiscale qui ont œuvré, qui ont chevillé au corps, travaillé pour la mise en place technique de cette mesure. Annoncé aux Français, avec une interrogation du président de la République cet été. Est-ce que, oui ou non, on est prêt? On est opérationnel, parce qu'il a un degré d'exigence qui est très fort et qui est le même que celui des Français. Et on va en parler concrètement dans quelques instants par rapport à ce que vous avez proposé, Guillaume Chiche. Eh bien, nous expliquons ce qui va se passer. Alors, Guillaume Chiche, vous êtes issu d'une famille de gauche, hein. Il n'y a pas de problème, vous l'assumez. Je l'assume complètement. Okay, très bien. Votre papa, Robert Chiche, a été, beaucoup le savent, hein, le bras droit de l'ancien maire socialiste de Niort, Bernard Bellec. Votre maman a longtemps milité au Parti socialiste. Elle est désormais engagée auprès de Benoît Hamon dans Génération. Elle a même failli, on l'a appris cet été, être votre adversaire lors des législatives à Niort. Comment est perçu votre engagement? Franchement, hein, comment est perçu votre engagement politique dans votre famille? Je vais vous dire, j'ai eu musclé, non, les réunions de famille. La chance de grandir dans un environnement familial qui comptait beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup d'exigence dans les savoirs à me donner et dans les moyens qui m'ont été donnés pour m'émanciper, avec des valeurs progressistes, de gauche. Je viens de la gauche. Je suis par ailleurs toujours très sensible aux valeurs de gauche que je défends. Et donc, oui, des discussions exigeantes, oui, un amour familial dont l'intensité ne faiblit pas, et surtout une détermination chez chacun de nous, ma mère, comme mon père, comme moi-même, à défendre nos idées. Alors, puisque nous parlons de Niort, je vous propose d'accueillir l'invité surprise de cette émission. Il s'agit, vous la connaissez très bien, de Nathalie Seguin, conseillère municipale d'opposition France Insoumise à Niort. Bonjour. Bonjour, monsieur Vous étiez l'adversaire de Guillaume Chiche lors du second tour des législatives l'an dernier. Alors, nous avons d'ailleurs déjà débattu sur ce plateau. Ici, absolument. Et justement, ça m'intéressait de savoir plus d'un an après ce que vous aviez, vous, à dire à Guillaume Chiche qui est face à vous. Alors, j'ai prévu on parlait de cet héritage de gauche et de cette politique aujourd'hui gouvernementale qui peut paraître parfois un peu en contradiction. Ok, eh bien on va commencer par là avec une première question que j'aurais à poser à Monsieur Chiche. Donc au printemps, dans un rapport parlementaire sur la politique familiale, vous avez fait la proposition intéressante de supprimer le quotient familial qui représente un avantage fiscal pour les familles imposables sur le revenu en fonction du nombre d'enfants. Votre co-rapporteur, Gilles Lurton, qui appartient à la famille politique Les Républicains, a refusé de co-signer votre proposition de loi. Et la majorité présidentielle à laquelle vous appartenez lui a donné raison. En résumé, elle vous a désavoué en ne retenant pas une mesure sociale juste et ancrée dans des valeurs de gauche. Même déboire au cours de l'été avec cette fois-ci... question là-dessus après, donc okay. On va Alors, je termine là-dessus avec l'initiative que vous avez eue d'accélérer l'ouverture de la PMA donc aux femmes en couple et célibataires. Et Richard Ferrand vous a même fait la leçon en vous disant de retourner travailler avant de communiquer. Alors ma question, elle est la suivante. Monsieur Chiche, n'avez-vous pas le sentiment d'être inutile ? Ce que vous proposez est retoqué par un gouvernement résolument à droite. On va attendre la réponse si vous voulez bien. En gros, à quoi servez-vous finalement? Écoutez, je vais vous répondre très clairement. Effectivement, j'ai travaillé sur une mission d'information parlementaire sur la politique familiale pendant 4 mois avec un co-rapporteur, Gilles Lurton, issu des rangs des Républicains, pour formuler 23 propositions qui ne sortaient pas de nulle part, qui ont été le fruit d'interactions, d'auditions, y compris sur le territoire, avec l'UDAF, avec le planning familial, avec tout un tas d'acteurs de la politique familiale. Ça m'a conduit à faire 23 propositions, dont la fusion du quotient familial et des allocations familiales. Alors, pardon, juste comme on va en parler aussi un tout petit peu après, est-ce que tout simplement, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut être de gauche dans un gouvernement, ou dans le gouvernement d'Édouard Philippe aujourd'hui? Est-ce que c'est ça effectivement, pas le problème? Est-ce que vous ne vous sentez pas, d'une part, remis en cause? Et puis, est-ce que vous vous sentez véritablement à votre place? Puisque, visiblement, votre travail a été celui de faire des propositions dans lesquelles je peux me retrouver.
mais d'être finalement balayé comme ça d'un simple revers de main, c'est pas compliqué ça à gérer pour vous, Monsieur Chiche? Ça vous donne pas envie de partir? Certains l'ont fait avant vous. Parce qu'effectivement, la politique des petits pas... Voir d'aller à la France Insoumise, c'est ça que vous lui proposez, non? Quand même pas. Écoutez, peut-être qu'il s'est trompé de famille politique, Monsieur Chiche. Allez, Chiche, d'autant plus qu'il vient d'une famille socialiste. Sur ce différentiel. De manière très simple et très sincère, si vous partagez les combats que je mène sur la politique familiale et au-delà, je pense que vous avez toute votre place à La République En Marche. Oh, ça, c'est un peu simple. Hein. Vous savez, La République En Marche, elle se compose de personnes qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent de la société. En l'occurrence, Monsieur Chiche, ils ont refusé de vous soutenir. Ils vous ont désavoué. Est-ce qu'ils vous ont désavoué, Monsieur Chiche? Ils ont préféré choisir la proposition d'un républicain. De refaire le débat des élections législatives. Moi, je me poserai des questions à votre place. Consiste à couper la parole de son interlocuteur. Non, mais la question est légitime. Est-ce que dans vous les êtes 23 propositions... Vous ne répondez pas, Monsieur Chiche. Est-ce que vous n'êtes pas gêné, simplement, vous, en tant qu'homme politique? Absolument pas. Et pourquoi? Parce que dans les 23 propositions que j'ai faites, il y a la question des places en établissement d'accueil de jeunes enfants. Typiquement, dans les quartiers populaires, j'aurais pu les présenter si, au demeurant, mon co-rapporteur des Républicains n'avait pas fait un coup politique en démissionnant et en m'empêchant de présenter cette préconisation. La petite enfance, Monsieur Chiche, c'est consensuel. C'est consensuel. Ces derniers jours, le quotient familial et la question de la PMA, ça n'est pas consensuel. Ça n'est pas consensuel. Et vous le savez, il y a des clivages gauche-droite. Parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Clivage gauche-droite sur ces questions-là. Si vous le permettez, je vais m'exprimer. Je pense que quand je fais des propositions, dans le cadre d'une mission d'information parlementaire sur la politique familiale, avec des préconisations qui sont reprises dans une stratégie de lutte contre la pauvreté, que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé ces derniers jours, où il prend des engagements, il prend des arbitrages, notamment sur la création de places en crèche dans les quartiers populaires, notamment sur le fait de mettre un tiers payant sur les assistantes. Mais ce n'est pas engageant, Madame Seguin, mais excusez-moi du peu, mais nous le faisons. J'aurais deux autres questions à poser à Monsieur Chiche. Nous ne sommes pas dans une logique de cliver pour se faire plaisir. J'ai bien compris que le sport favori de la France Insoumise, c'était le clivage pour le clivage, le coup d'éclat pour le coup d'éclat. Eh bien moi, jour après jour, de manière déterminée, je travaille à des propositions pour améliorer le quotidien des Français. Est-ce que j'ai fait cette proposition de fusionner allocation familiale et quotient familial? Vous n'avez pas été soutenu, je l'ai fait. Chiche. Est-ce que l'exécutif gouvernemental a estimé que c'était le calendrier dans lequel ça devait s'inscrire? Non. Et ils l'ont dit très clairement. C'est juste un problème de calendrier, c'est pas un problème politique, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Uniquement un Mais même sur la méthode, vous avez été désavoué sur la méthode, Monsieur Chiche. À entendre Madame Nathalie Séguin et la France Insoumise. On vous a reproché votre précipitation. Il faudrait que... Allez, on termine le façon, débat. On conclut. France Insoumise, j'allais dire Parti communiste. Les parlementaires ne s'expriment que quand le chef est d'accord. Eh bien, vous savez, dans notre démocratie, dans notre République, et y compris dans notre mouvement politique, on ne vous prend pas au sérieux, Monsieur Chiche. Nous n'agissons pas de cette manière. Allez, c'est la fin de ce débat. Merci Nathalie Séguin. Restez un tout petit peu. Merci d'avoir accepté de venir jusqu'à Poitiers pour ces quelques minutes de débat. Juste, Guillaume Chiche, on vient de l'entendre. Vous avez, c'est vrai, échoué 2 fois pour faire adopter une politique de gauche. Donc, on l'a entendu la première fois, c'était au printemps dernier, avec un rapport dans lequel vous proposiez de fusionner le quotient familial avec les allocations familiales. Je le réfute pleinement. Alors, on va en parler juste après ça. Il y a eu un tollé à droite, et même dans votre camp, on l'a dit, et comme nous le rappelle Fabrice Bidot. La famille est un sujet politique sensible. Guillaume Chiche en a fait l'expérience au moment de présenter son rapport parlementaire. Sa proposition de suppression du quotient familial, qui permet de réduire les impôts des familles avec enfants, a déclenché la colère de la droite et du député qui devait signer le texte avec lui. Il s'agit de la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Il s'agit pour nous de la remise en cause de notre fondement de la politique familiale. Et nous refusons de nous associer à un rapport qui pourrait aller vers la suppression du quotient familial. Guillaume Chiche souhaite le versement d'allocations familiales à toutes les familles dès le premier enfant. Une mesure plutôt de gauche, favorable aux familles les plus modestes qui ne paient pas d'impôts. Mais le gouvernement a préféré faire marche arrière. Nous l'écartons toute modification du quotient. Les propositions de Guillaume Chiche risquent donc de terminer aux oubliettes.
retour sur le plateau de Dimanche en politique. Allez, franchement, très franchement, Guillaume Chiche, les yeux dans les yeux, comme on dit. Vous n'avez pas été énervé par cette situation? Vous savez ce qui m'a profondément énervé et choqué? C'est qu'on m'a muselé, et je parle de l'opposition, en l'occurrence de Gilles Lurton, député des Républicains, qui a travaillé avec moi en tant que co-rapporteur pendant 3 mois, qui devait participer à la présentation du rapport sur la politique familiale, qui comprenait 23 propositions, et que, au lieu de ça et d'expliquer en quoi il n'était pas d'accord, en l'écrivant noir sur blanc dans le rapport, eh bien, il a préféré démissionner pour faire un coup d'éclat politique. Et donc, nous n'avons même pu pas oui, mais il a été entendu par votre majorité. Dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, un débat sur ces 23 propositions. Sauf que votre majorité l'a suivi. Ma grande victoire, c'est laquelle? C'est que dans ces 23 propositions, il y en a un bon nombre qui sont dans le plan pauvreté, énoncé par le président de la République il y a quelques jours. Il y aura des propositions de mon rapport, de mon projet de rapport, qui se retrouveront dans le PLFSS. Et donc c'est pour ça que je réfute le fait qu'on m'ait mis un coup d'arrêt, ou que ça ne serve à rien. Déjà, quand on dit ça, c'est un mépris pour toutes les personnes qui ont participé à ces travaux, y compris les acteurs associatifs. C'est un mépris du travail parlementaire. Et enfin, c'est une méconnaissance profonde du travail législatif. Sur la PMA pour toutes, une proposition de loi que vous vouliez présenter, finalement vous avez renoncé sous la pression de l'exécutif. Il devrait y avoir un projet de loi ce coup-ci, donc via un ministre ou via le gouvernement, mais le processus, on le sait du coup, est plus long. Est-ce que c'est pas un peu de jouer la montre cette histoire-là? C'est absolument pas jouer la montre, vous savez, pour adopter une mesure. Dans ce cas-là, pourquoi pas faire le... Adopter une loi, vous avez 2 véhicules législatifs. Le projet de loi d'impulsion gouvernementale et la proposition de loi parlementaire. D'impulsion parlementaire. L'objectif, il est plus vite quand c'est la proposition de loi. Nous supprimerons une discrimination dans l'accès à une pratique médicale qui est la PMA. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, on est d'accord? Tout à fait. C'est une discrimination qui est fondée sur l'orientation sexuelle, parce que les couples lesbiens n'y ont pas accès, alors que les couples hétérosexuels y ont accès, et une discrimination fondée sur le statut matrimonial. Les femmes célibataires n'y ont pas accès. L'engagement du président de la République, mon engagement comme ceux de l'ensemble des parlementaires de la majorité, c'est de le rendre accessible. Excusez-moi, vous ne pouviez pas vous mettre d'accord avant que vous proposiez une proposition de loi, moi, savez, sachant qu'ils voulaient faire un projet de loi, je ne comprends pas trop. Parlementaire, j'ai une responsabilité qui est celle de la clarté, d'affirmer mes convictions, qui est celle, avec méthode et détermination, de préparer les outils à l'adoption d'une loi. Une proposition de loi, quand la question est en suspens de savoir si on fait projet de loi ou proposition de loi. Je veux juste revenir sur un élément. Qu'est-ce que ma démarche a suscité? Quelle victoire a-t-elle apporté? Un engagement clair de l'exécutif gouvernemental au plus haut niveau, le porte-parole du gouvernement, qui arrête dans le calendrier le fait que nous aurons un texte élargissant la PMA à toutes les femmes, avec un remboursement par la sécurité sociale et une double filiation avant la fin de l'année. Mais ça ne portera pas votre nom. Et une loi, et moi je ne le fais pas pour ma gloire. Mais attendez, soyons très clairs. Quand moi je me mobilise sur l'élargissement de la PMA à toutes les femmes, ce n'est pas le combat uniquement du député Chiche. Il y a énormément de personnes qui se battent pour l'élargissement de cette pratique médicale depuis des années. Et moi, en tant que parlementaire, je n'en suis que le porteur, que le défenseur. Et j'irai évidemment jusqu'au bout. La deuxième victoire, c'est celle du mouvement La République En Marche, qui reprend à son compte mes propositions. Guillaume Chiche, la bande de Poitiers que vous formez d'ailleurs toujours avec d'autres marcheurs tels que Sacha Houlié, Stéphane Séjourné ou encore Pierre Persson et d'autres, serait considérée, à en croire notre consoeur Anna Cabana dans le JDD, comme source de troubles pour le Premier ministre, mais aussi pour le Président de la République. Est-ce que c'est vrai, est-ce que vous assumez ça, le côté un peu trouble-fête, troublion, un peu l'aile gauche de En Marche, semble-t-il? Moi, ce que j'assume pleinement, que n'aime pas Édouard Philippe, pour le coup, un parlementaire de la majorité. Le député de la première circonscription des Deux-Sèvres. Quand on dit que vous êtes un trouble-fête, c'est pas... Vous affichez le portrait de collègues députés qui sont par ailleurs des amis très proches. Mais ce fantasme de la bande de Poitiers, je pense qu'il intéresse assez peu de personnes. Moi, au jour le jour, dans ma vie de parlementaire, j'ai autant d'interactions avec Sacha Houlié, Pierre Persson et Aurélien Taché qu'avec mes autres collègues parlementaires. Est-ce qu'il y a une affinité entre nous? Bien évidemment, nous avons milité, nous avons fait du syndicalisme étudiant ensemble, nous avons défendu des convictions que nous avions chevillées au corps.
Aujourd'hui, ce n'est pas le petit club des 4, des 5, des 6 ou des 20. C'est des députés dans un groupe parlementaire Donc majoritaire vous n'êtes pas des troubles faits, c'est tout ce que je voulais savoir. 300 personnes. Troubles faits? Non. Déterminé, Ouais. bien entendu. Là, tiens, la cellule d'investigation de France Inter cette semaine a révélé et prouvé que les jeunes avec Macron, créés en 2016, dont vous étiez, il me semble bien, avec Sacha Houlier et Pierre Persson, entre autres, auraient menti quant à leur relation avec l'entourage d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, en affirmant n'avoir aucun lien avec lui. Est-ce qu'en fait, il y a des mails qui prouvent le contraire? C'est une vieille recette, ça, non, Guillaume Chiche? Je vais vous dire une chose. Alors, d'abord, je ne vais pas m'accaparer de laurier illégitimement. Pierre Persson, Sacha Houlier, Florent Humez et un quatrième ami à eux ont créé les jeunes avec Macron. Je ne faisais pas partie de cette aventure. Au tout début, je les rejoins grand volontiers. J'ai vu effectivement cette enquête de France Info et diffusée par France Inter. Moi, je suis interpellé par un élément. C'est que pour mener cette enquête, on s'appuie sur des données personnels révélés dans ce qu'on a appelé les Macron Leaks, qui ont été ponctionnés de manière fallacieuse, voire de manière délictuelle. Et donc, ça m'interroge, simplement, cette méthode. Vous avez déclaré, il y a un an, j'ai une conception assez utilitariste des appareils politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'en sert et après, on les jette? Il est parti? J'ai une conviction très utilitariste, déjà de mon mandat. Oui, mais des appareils politiques. Des appareils politiques, bien évidemment. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est simplement un outil. Un outil pour légiférer. Un outil pour changer le quotidien des Françaises et des Français. Et quelle est la question qu'on se pose tous les jours en tant que parlementaire? Moi, c'est le cas. Est-ce que je suis utile? Ou est-ce que je ne suis pas utile? Est-ce que le mouvement politique auquel j'appartiens, il est utile ou il est inutile? La République En Marche, elle est utile aux Français. Pourquoi j'ai quitté le Parti socialiste? Parce que je pense que il n'était plus utile dans la mission qui s'était fixée. Il avait arrêté de travailler. Et donc, avec une vision très utilitariste, j'ai fait le choix de rejoindre une formation politique utile aux Français. Il nous reste moins d'une minute. Un mot sur les prochaines municipales à Niort. Jérôme Baloge est un maire UDI Macron compatible. Est-ce que la République En Marche présentera un candidat face à lui? Vous savez, les Françaises et les Français n'ont pas voté pour la République En Marche sur des accords d'appareil. Oui ou non? La République En Marche, ce sera une méthode et un projet. Les questions de personnes viendront après. Votre point de vue sur le sujet, il faut quelqu'un de l'RMM en face de lui ou ça ira comme ça? Je vous répète ce que je vous dis. La République En Marche, je ne comprends pas la réponse. Un projet pour les Niortaises et les Niortais et une méthode, notamment de concertation, comme nous l'avons fait pendant les présidentielles, pendant les législatives, pour les élections européennes. Donc ma réponse, elle est toute simple. La question de Niort, comme de l'ensemble des communes de ma circonscription, il y en a 60. Ce sera un projet, une méthode. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci Guillaume Chiche d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, eh bien, n'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, je recevrai Corinne Imbert, sénatrice Les Républicains de Charente-Maritime, et ce en pleine audition Benalla pour leur place au journal de la mi-journée à dimanche prochain.